et de la faculté de droit et des sciences économiques. C'est un ancien commandant en chef des forces armées d'Haïti, ancien président de la République. Il s'agit du général Prosper Avril que l'on accueille à l'occasion de la publication de son dernier ouvrage, L'histoire des transitions politiques en Haïti. Évidemment, on aura aussi à faire un petit coup d'œil sur le livre noir de l'insécurité. Dans le cadre de sa 3e édition, nous accueillons le général Prosper Avril ce matin, et ceci avec plaisir. Bonjour, Président. Okay, bonjour Wendell. Bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Télémétropole à l'émission Le Point, que le monde entier visionne actuellement. Donc c'est un plaisir pour moi de participer à cette émission, de présenter mes livres. D'abord, parlons de l'histoire des transitions politiques. Je pourrais même dire c'est un ouvrage qui est sorti à un moment spécial de notre vie de peuple, puisqu'aujourd'hui, on parle de transition politique, et je vous ai présenté comme un ancien président de la République, un ancien président de transition, président provisoire, avec votre casquette de militaire. Vous avez dirigé le pays pendant un certain temps. Est-ce que ce livre que vous avez rédigé vous a été inspiré, ou encore l'idée vous est venue par le fait que vous étiez président, ou encore par le fait qu'il y a actuellement un débat sur la nécessité d'une autre transition? Donc voilà, et Wendell. Et au début de l'année 2020, quand j'ai vu apparaître l'idée d'une transition, je me suis fait une introspection. J'ai été membre d'un gouvernement provisoire, d'un conseil de gouvernement déjà, le Conseil national de gouvernement. Tous les tracas que ce conseil a dû traverser pendant sa gestion. Puis ensuite, moi-même, je fus président provisoire, comme vous le dites. Et je me suis rendu compte que les tracas que j'ai eu à traverser provenaient surtout. Donc ceci m'a porté à me dire que si moi je suis ignorant de ces choses, il y a une bonne partie de la population, de l'élite intellectuelle qui aussi ignore le passé en ce qui concerne cette affaire de transition politique. Et je me suis dit, entrons au travail, réalisons quelque chose pour le peuple haïtien, pour l'élite haïtienne, pour les élèves des écoles, pour la société entière, pour que tout le monde puisse savoir exactement, quand on parle de transition, de quoi il s'agit. Merci pour cette réflexion, cette page d'histoire que vous avez partagée avec nous, Général. Mais, alors, vous vous êtes posé la question pourquoi, et le résultat nous a permis de comprendre certaines choses. D'abord, il y a eu beaucoup plus de gouvernements provisoires, beaucoup plus de présidents provisoires que de présidents élus. Vous avez trouvé ça aussi? Ok. Maintenant, dites-nous, l'histoire des transitions politiques de 1806 à 2020, quoi de positif? Quelles leçons peut-on tirer de ces suites successives de gouvernements de transition de l'histoire d'Haïti? Voilà, et c'est précisément le but de l'ouvrage. Le lecteur doit pouvoir faire ses conclusions aussi. Par exemple, quand on voit dans un pays, sur 39 gouvernements qui ont eu des mandats, que ce soit des mandats à vie ou à durée limitée, et bien sur 39 gouvernements, 46 ont subi des coups d'État. Ou du moins, pas des coups d'État, je pourrais dire, ont dû laisser le pouvoir avant la fin de leur mandat. Et j'ai noté aussi... Alors, combien de gouvernements provisoires on a, au total, combien c'était? Des gouvernements provisoires, il y a eu 15 présidents provisoires,
15 conseils de gouvernement provisoires. Et il y a eu aussi 2 conseils des secrétaires d'État à occuper les espaces du pouvoir pendant les transitions. Donc beaucoup plus de gouvernements provisoires que de gouvernements élus. Au fond, il y a eu, dans l'histoire d'Haïti, il n'y a eu que 7 transmissions de pouvoir d'un président légitime à un autre. 7. 7 sur près de 60, 68 ou 69 gouvernements. 7 transitions. Et ceci a commencé seulement après l'occupation américaine. À partir de 1915, Dantignave a pu transmettre le pouvoir. Bono a pu transmettre le pouvoir. Bono a transmis à Wa a transmis à Vincent a transmis à Lescaut, parce que Vincent était à la frontière de l'occupation. Il a transmis à Lescaut. Mais immédiatement après avoir transmis à Lescaut, il n'y a plus de transition jusqu'à 1996, quand la force multinationale est rentrée en Haïti. Est-ce que vous voyez ce que je veux montrer? Ce qui veut dire qu'on était à la frontière de l'occupation américaine. Vincent a transmis le pouvoir à Lescaut. Mais depuis, Lescaut n'a pas pu transmettre à Estimé. Estimé n'a pas pu transmettre à Magloire. Magloire n'a pas pu transmettre à Duvalier. Duvalier n'a pas pu transmettre à Maniga. Maniga n'a pas pu transmettre à Aristide. 96 est arrivé, le blanc est rentré. Aristide a transmis à Préval. Préval a transmis donc, à Aristide. Donc c'est à la faveur de l'occupation. Donc l'Haïtien doit faire attention à cette histoire. Mon livre n'est pas un livre politique. C'est un livre historique et didactique, je pourrais dire. Oui, puisque non seulement on va apprendre des choses, mais le livre va nous aider aussi à comprendre la réalité des Haïtiens. La réalité. Bon. Jusqu'à l'indépendance, jusqu'à l'occupation américaine, un seul chef d'État a pu passer au palais national et rentrer chez lui, c'est Deschamps Saget. Et on a eu aussi Pierrot qui a bravé la conjoncture et qui, après avoir été renversé, s'était rendu à Tours du Nord finir sa vie. Mais après, tous les autres présidents, ou bien sont morts au pouvoir, ou bien ont été en exil. Oui. Et ça traduit quoi? Sur le plan sociologique, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Ça veut dire que nous avons un problème. L'Haïtien veut toujours être gouverné par le parfait. C'est-à-dire que, et il n'y a personne qui soit parfaite. Ça veut dire qu'un président qui est là, dès qu'il commet des erreurs, on veut le renverser. On ne lui laisse pas la chance de passer comme un mauvais président de l'histoire. Pour passer comme un mauvais président de l'histoire, il faut avoir complété le cycle de mandat qu'on vous avait confié. Parce que vous pouvez avoir plusieurs stratégies pour atteindre votre fin. Mais si votre stratégie ne plaît pas à X ou à Y, au lieu de vous forcer à prendre le bon chemin, on vous écarte. C'est arrivé pour Jean-Jacques Dessalines au départ. Jean-Jacques Dessalines a été terriblement assassiné moins de 2 ans après l'indépendance. Bon. Et il n'a pas été assassiné par il n'a pas été assassiné par les Blancs. Il a été assassiné par des Haïtiens. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la première grande le premier grand coup d'État sanglant qu'on a eu, c'est immédiatement après l'indépendance. C'est le premier coup d'État sanglant où l'empereur qui est le père qui est le fondateur même de l'indépendance, a été mutilé et son cadavre a été abandonné par quelqu'un qu'on a qualifié de folle et qui a pu défiler. Mais on se demande vraiment, est-ce que c'était pas elle seulement qui était lucide à ce moment-là? La folle
Oui, la folle. Parce que comment penser qu'une folle puisse prendre des restes de cadavres sanglants au lieu de le manger ou bien de le jeter quelque part, etc., cherche un sac, amasse toutes ces choses, met dans un sac. Au lieu de jeter ça dans la... rentrer, aller au cimetière pour enterrer, et puis la personne... Mais c'est une question à se poser, oui. Vous voyez? Je dirais, celles ou ceux que l'on croyait fous n'étaient pas véritablement le fou. C'est à se demander, parce que il y avait une euphorie. La folie, c'est quoi? C'est la perte de contrôle de tout ce qu'on fait. Il y a eu même, d'après Fouchard et Covington, des gens qui sortent. Il y a même des jeunes, des enfants qui manifestaient à l'occasion de la mort de Dessalines. Des militaires, des civils qui manifestaient dans les rues. Hein? Et puis cette personne qu'on dit folle, a pensé à aller ramasser le reste qui fait qu'aujourd'hui, on puisse dire qu'on a les restes de Dessalines au mausolée des pères de la patrie. Et puis cette personne était folle. Pour parler de la mort de Jean-Jacques Dessalines, les causes étaient économiques ou politiques? Bon, voilà. Dans mon livre, je peux répondre à la question un peu, mais dans mon livre, je me suis borné à voir comment les chefs d'État sont rentrés, arrivent à occuper le pouvoir, et comment ils sont descendus. Je n'ai pas étudié la gestion même des chefs d'État. Mais on sait que Dessalines est mort parce que il avait soulevé la question des domaines. Et vous savez que dans le système esclavagiste, les esclaves n'avaient rien. Et seuls les Blancs et les affranchis étaient propriétaires de terre. Et il avait posé la question. Et puis la question est arrivée comme ça. Et ceux dont les pères sont en Afrique, est-ce qu'ils n'auront rien? Voilà. À ce moment-là, il faisait voilà, allusion. parce que quand il a voulu séparer les terres et les instructions pour le contrôle des domaines, et a soulevé la réprobation de tous les propriétaires des terres, et non seulement les propriétaires affranchis, mais les fils des colons qui étaient des affranchis, qui voulaient hériter de leur père. Or, c'est ce qui a poussé cette phrase de Dessalines. Et les Noirs dont les pères sont en Afrique, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Et c'est peut-être la base. Naturellement, il y a eu aussi des réprobations sur les affaires de massacre, etc. Mais la question fondamentale, c'est la distribution des terres de l'État. Vous étiez président provisoire également? Oui, j'étais président provisoire. Oui. Là, on parle président d'un gouvernement de transition. Président provisoire quand même, parce que le gouvernement... J'ai fait 3 catégories de personnes. Les personnes qui ont un mandat, les personnes qui n'ont pas eu de mandat, qui sont des présidents provisoires, et les conseils de gouvernement qui ne sont pas... Il n'y a pas un chef d'État, c'est tout le conseil qui dirige le pays. Ouais. Vous avez fait état général des difficultés auxquelles vous avez dû faire face en tant que président. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, un gouvernement de transition en Haïti pourrait apporter, je dirais, quelque chose d'intéressant à Haïti? Voilà, en principe, ça aurait dû être ça. Et dans mon étude, j'ai vu que la société haïtienne, ou plutôt la société politique, au lieu de considérer le gouvernement de transition comme leur partenaire pour réaliser la transition, dans le passé, je l'espère que ça ne sera pas, si toutefois malheureusement on devra arriver à cette extrémité, on a toujours considéré les gouvernements provisoires comme des adversaires, comme des ennemis. En principe, le gouvernement de transition n'aurait pas dû avoir d'opposition. Parce que c'est un gouvernement qui fait corps avec la société pour lui donner un successeur au pouvoir. Donc,
il n'aurait pas dû avoir... Mais cette opposition apporte les gouvernements de transition à réagir. Donc les gouvernements de transition, pour réussir, doivent avoir la collaboration totale de la société politique. Or, cette collaboration est très rare en Haïti. On a vu que, vous voyez dans le livre, le lecteur verra que les gouvernements provisoires qui ont réussi avant l'indépendance ont tous gardé le pouvoir eux-mêmes, pour eux-mêmes. Il y a eu, Christophe était président provisoire. C'est le premier président provisoire qu'on a eu en décembre 1807. Quand le Conseil des généraux n'a pas voulu conserver le pouvoir, le Conseil des généraux dirigé par Alexandre Pétion n'a pas voulu conserver le pouvoir et ont écrit un document pour désigner le général Christophe chef provisoire de la République. Le général Christophe, comme chef provisoire de la République, il y a eu des élections. Cette fois, c'est lui qui est arrivé comme président. Après Boyer, on a eu le conseil provisoire de Rivière. Vous verrez que Rivière a formé lui-même le conseil provisoire avec 4 membres, en donnant aux membres la faculté de nommer le 5e membre. Et les 4 membres ont nommé Rivière comme 5e membre, qui est devenu président du conseil gouvernement. Et puis, Rivière est devenu président après. Oui, donc les présidents provisoires, naturellement, et Saget était provisoire. Il a naturellement pris le pouvoir et pas passé le pouvoir à Sylvain Salnave, mais après Salnave, il est redevenu président provisoire de notre conseil de gouvernement, qui l'a porté lui-même au pouvoir. Il y a eu ensuite, il y a eu Bois-en-Canal. Bois-en-Canal a eu une première présidence du conseil de gouvernement. Il a gardé la présidence pour lui-même. Et puis après, il y a eu une deuxième présidence provisoire de gouvernement. Il a passé le pouvoir légitime. Et après, il fut encore président provisoire de gouvernement qui a passé le pouvoir à Noël-Alexis. Là encore, je dois vous dire le caractère que j'ai trouvé nocif de ces présidents, c'est que le général Bois-en-Canal, président provisoire président provisoire pour remplacer le président Hippolyte, aussi, et avait Noël-Alexis au conseil de gouvernement. Eh bien, qui est-ce qui était en face de Noël-Alexis? Anténor Firmin. Anténor Firmin, bien formé, qui pouvait être le meilleur président de la République. Anténor Firmin, pour sa formation, pour ceci, pour cela. Ben, qu'est-ce qui est arrivé? Bois-en-Canal ne voulait pas d'Anténor Firmin. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a commandé le peloton d'exécution de Sylvain Salnave. Or, Anténor Firmin a épousé la fille de Sylvain Salnave. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Pour empêcher Firmin d'arriver à la présidence, il y a eu la grande guerre civile qui a provoqué la mort de l'amiral Kilik. Vous voyez? Donc, il faut bien réfléchir pour les gouvernements provisoires, pour les gouvernements de transition. Et vous diriez quoi de l'implication du peuple dans les assassinats de présidents, ou encore dans les massacres disons même dans les assassinats de présidents? Parce que quand même, c'était pas les dirigeants eux-mêmes qui avaient pris les armes pour aller assassiner, pour aller tuer un président. Non, mais il faut voir que généralement, le peuple, je ne dis pas comme le peuple, la canaille, le peuple suit les leaders politiques. Naturellement, il y a eu des débordements et de certains peuples ou partisans qui font des choses à l'insu même de leur chef. Mais généralement, c'est par le sommet qu'on peut diriger un pays et non pas par la base. Donc, on a eu... si vous voyez d'autres personnes diraient le contraire. Hein? D'autres personnes,
d'autres qui acteurs. pensent que c'est le peuple lui-même qui fait les choses. Le peuple avant et eux, ils viennent après. Ah, c'est pas beau ça. C'est pas possible. Et pourquoi Ils leur disent quoi faire. Mais écoutez, je serais d'accord avec une telle conception si on devait fermer toutes les écoles de la République. Pourquoi les jeunes vont à l'école? C'est pour pouvoir avoir une formation. Et pourquoi un pays dépense pour former ses citoyens? C'est pour pouvoir avoir des citoyens capables de diriger tout le monde. Donc, si maintenant, après toutes ces années d'études et choses, et que vous êtes exclus de des décisions majeures pour la République, eh bien, ça n'aurait pas de sens de vous éduquer. Donc, c'est pourquoi, très souvent, on aboutit à ce que prévoit la Constitution, qui dit que la souveraineté réside dans l'universalité des citoyens, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens cultes ou incultes, et l'ensemble des citoyens va choisir ceux qui vont le diriger. Alors, ce que l'on comprend en général, c'est que tous les gens qui sont au pouvoir sont toujours déterminés à y rester. Allez? À rester au pouvoir. Et vous avez fait l'expérience de président provisoire. Est-ce que vous n'avez pas été touché ou encore contaminé par l'envie de rester au pouvoir? Non, ça n'est jamais arrivé. D'ailleurs, il faut voir aussi les contingences. Il faut tout mettre dans le paquet. Quand on considère mon arrivée le 17 septembre 88, on doit se rappeler, on doit savoir que dès octobre, j'ai lancé le processus électoral. Dès octobre, c'est-à-dire de 17 septembre au 8 octobre, il y avait un projet de décret sorti pour former le conseil. Projet, comme je vous l'ai dit, les gens pensent qu'ils sont des opposants au pouvoir, rejeté par la classe politique. C'était le collège électoral d'Haïti. On nous a reproché d'avoir utilisé le mot collège, etc., qui n'était pas dans la Constitution, une Constitution qui a été mise à l'écart par le gouvernement précédent. Quand je suis arrivé au pouvoir, il n'y avait pas de Constitution du tout. Quoi qu'en 88. Hein? Quoi qu'arrivé en 1988. Ah, oui, en 1988, en juin 88, en avril, le juin. C'est parce que vous avez dit qu'il n'y avait pas de constitution. Oui, parce que la constitution a été écartée officiellement et le Sénat et la Chambre des députés dissous. Et le gouvernement précédent, le mien, gouvernait en dehors de la constitution totalement. Je suis arrivé dans cette situation totale absence de constitution. Vous aviez l'armée derrière vous. Voilà, j'ai tenté les élections avec le collège. Ils ont dit qu'il n'y a pas ce mot dans la Constitution. J'ai dit au journaliste Jean-Dominique qui était venu m'interviewer sur cette question, il m'a dit, mais président, ça m'a fait, puis il n'a pas voulu qu'on fasse. Il me dit, ça m'a fait, puisque il dit son conseil électoral qui pour faire élection, m'a réuni toutes les leaders, il a dit qui sont pour me faire, m'a fait lui-même. Et ceci en janvier. Et qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai organisé le forum national, le premier forum national qui a réuni 24 partis politiques et organisations socio-professionnelles. De ce forum, il y avait Sergi, il y avait Bazin, il y avait tous les grands ténors démocratiques de l'époque dans ce forum. Ils m'ont présenté un projet que j'ai exécuté à la lettre. Leurs recommandations ont été publiées officiellement sur le journal Le Moniteur et adaptées et affichées telles quelles dans le décret que j'ai eu à signer. Et dans ce décret, j'avais inclus tous les consulats et représentations diplomatiques d'Haïti à l'étranger pour prendre le vote des Haïtiens
qui vivent à l'étranger et conformément à une structure que j'avais montée qui s'appelait le Commissariat des Haïtiens d'Outre-mer, qui allait gérer la diaspora pour leur permettre de s'intégrer dans la politique nationale. Mais tout ceci a été occulté. Hein? Oui, mais j'ai l'impression que c'est la première fois que vous entendez que le peuple entend une chose pareille. Hein? Oui, j'avoue. Naturellement, j'ai eu un problème. C'était j'ai installé le conseil électoral le 31 mars. Et non, j'ai pris le décret le 31 mars. Et j'ai eu le coup d'État le 1er avril. Vous voyez? Et c'est au cours de ce même mois que je me suis dit que après les recommandations de la classe politique à travers le forum pour les élections, je ne pouvais pas organiser les élections dans un vide constitutionnel. Donc, j'ai demandé à la Cour de cassation et tout de me conseiller comment faire. Ils me disent que je peux ramener la Constitution. Mais je leur ai dit que mais moi je ne suis pas un gouvernement constitutionnel. Il dit mais non président, vous n'aurez qu'à mettre quelques articles en veilleuse. L'article qui dit par exemple le gouvernement est civil, on le met en veilleuse en attendant les élections. L'article qui dit que pour faire des lois il faut la Chambre législative, on le met en veilleuse pour permettre les élections. Alors pour vous permettre de diriger. Pour permettre de diriger. Alors maintenant, les gens, loin de dire qu'il y avait toute la Constitution qui était écartée, les 400 combien articles, maintenant, la Constitution est revenue avec 36 articles en veilleuse et puis ils ne sont pas contents. Est-ce que vous voyez la chose? Très bien, très bien. Toute la liberté était revenue, consacrée, hein? À moins la Chambre législative, le principe de caractère civil de la présidence qui ont été mis en veilleuse. Vous voyez? On va observer la pause générale. Ouais. Et au retour, on fera encore un petit regard sur ce que vous avez réalisé pendant que vous étiez président. Votre plus grand regret aujourd'hui? Je peux dire mon plus grand regret, pas seulement au point de vue de gestion, c'est que après avoir parcouru, après avoir visité les profondeurs de l'histoire à l'occasion de la préparation de mon livre, je me suis dit, je regrette que je n'étais pas imbu de toutes ces questions qui se sont déroulées, de tous ces événements, de tous les problèmes des anciens présidents provisoires, parce que si je les avais su, si j'étais bien imbu, je n'aurais pas été le président que j'ai été. C'est-à-dire que je n'avais pas pu comprendre cette méfiance. Êtes-vous en train de nous dire que vous n'aviez pas à ce moment-là la maturité qu'il fallait pour être président? Je le pense parce que je ne peux pas dire que je n'étais pas un homme mûr, mais je n'étais pas bien imbu de la situation, de la position que j'occupais. C'est-à-dire que après, je me suis dit qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais dû faire. Par exemple, et ce n'est qu'en parcourant l'histoire que j'ai vu, par exemple, que on m'avait reproché, par exemple, on disait, je me rappelle bien, surtout c'était le mot favori de mon ami Serge Gilles, qui disait le pouvoir personnel du général Avril. Je n'avais pas bien compris ce qu'il voulait dire quand il disait mon pouvoir personnel, parce que je ne pensais pas que j'avais un pouvoir personnel, alors que c'était le cas. J'aurais dû, par exemple, mon regret, après le forum qui avait réussi, j'aurais dû transformer le forum en Conseil d'État, par exemple, pour passer toutes les lois, toutes les décisions à travers ce forum. Peut-être que je n'aurais pas eu à subir cette atmosphère de méfiance.
qu'on me donnait, parce que malgré tout ce que je faisais, on n'avait pas confiance. On n'avait pas confiance parce que l'on a même dit que vous étiez un officier, je dirais, aimé par le président Duvalier, qui a eu à dire, en parlant de vous, il savait dire... Je n'étais pas aimé par le président Duvalier, j'étais aimé par tous ceux qui m'ont eu comme gens à servir. C'est-à-dire, j'étais aimé depuis l'école, j'étais aimé des professeurs, Maître Goug m'aimait beaucoup, mon professeur de pénal. Et quand on parlait... Parce que quand je travaille avec méthode. Duvalier disait l'intelligent avril. Oui, l'intelligent avril, parce que j'étais l'officier qui ne disait pas d'accord, bravo. Mais l'armée, c'était l'obéissance passive. Bravo, parce que... Dans l'armée, général, dans l'armée, c'était l'obéissance passive. Et non, ça ne veut pas dire que je n'obéissais pas aux ordres. Mais quand on émettait des opinions et que tout le monde applaudissait, moi je n'applaudissais pas. Et le président Duvalier, François, remarquait parfois mes réticences. Il m'appelle à côté pour me dire, mais je viens de parler, vous n'avez rien dit. Dit le président, c'est parce que j'ai lu autre chose, donc je ne vais pas vous contredire, président. Il dit, ah bon, vous lisez. Et puis là, il prend le livre, il dit, allez lire ça, et puis ensuite venez me trouver pour discuter. Dès qu'on discutait avec sous question philosophique. En plus, c'est pourquoi il a dit que j'étais intelligent Avril, c'est pas pour autre chose. Ok. Général Avril, en plus de la gloire, l'homme président... La gloire. Il y a la gloire. C'est un service. C'est un service. Non, là, je parle de manière générale. Oui. Et alors, ça veut dire, ou même où tu es officier dans le palais national, et ou vin président, ou tu es commandant en chef des forces armées d'Haïti, c'est une belle carrière. Oui, la carrière belle. C'est une belle vie pour vous. Mais en même temps, vous avez fait la prison. Oui. C'est ce qui n'aurait pas dû être. Parce que c'est tout à fait injuste. Selon vous-même, je dis, plus de 20 ans après, est-ce que vous demeurez convaincu que vous avez subi des actions des hommes qui étaient au pouvoir à l'époque? Est-ce qu'il y a une forme de méchanceté? Est-ce que c'est une injustice sur tes forts? Naturellement, c'est une injustice parce que jusqu'à l'un soutien, pas aucun tribunal que jamais arrivé, malgré la présence du gouvernement qui m'accablait, aucun tribunal n'a eu à dire que oui, il avait fait ceci, il était coupable. Parce que vous me rappelez votre présence à la prison civile, quand je vous ai donné l'interview à Radio Métropole, qui m'a posé quand vous m'avez posé la question, j'ai répondu que je sortais sans aucune haine dans le cœur, je vais reprendre ma vie, je vais rentrer chez moi. Et ce même jour, en sortant, on m'a repris. Oui. Et j'étais encore... Alors, l'interview... L'assassinat à Piat. Vous m'avez accordé l'interview, disons, 10 minutes avant votre nouvelle arrestation. Et c'était à la barrière du pénitencier national. C'est ça. Donc, voilà une situation. Et quand, presque, je dirais dire, torturé, parce qu'on a failli casser mon bras, ce jour-là. Je crois que Grégory... Et ça m'a donné beaucoup de douleur. Grégory, votre fils, était là. J'ai perdu mon contrôle en présence de mon fils, Grégory. Oui. Donc maintenant, et on était en régime démocratique que tout le monde acceptait comme régime démocratique. Vous comprenez bien? Donc maintenant, quand je me suis repris, après, quand on m'a retourné en cellule, j'ai pris le papier qu'on m'a donné, j'ai vu qu'on m'a accusé d'une chose qui a été réalisée le 12 mars, le 13 mars 1990. Mais je me suis dit 13 mars, mais je n'étais pas en Haïti 13 mars. Donc, j'ai remis le pouvoir le 10 mars, et le 13, on me reproche quelque chose qui s'est passé dans une province d'Haïti le 13 mars. Et vous n'étiez pas en Haïti? Je n'étais pas en Haïti, je n'étais pas au pouvoir pour avoir
des gens à mes ordres. Vous avez passé combien de temps en prison? 1136 jours. 3 ans, presque 3 ans. Et ordonnance de liberté, reprise, ordonnance de liberté, reprise, ordonnance de... À chaque fois, on reprend quelque chose. Mais cette fois, on m'a donné quelque chose qui était en dehors de mon pouvoir. Donc, quand j'ai dit ça à mes avocats ont présenté ça au tribunal, il y a eu un ministre de l'information, comme pas besoin de citer Noni, qui a eu à déclarer que j'avais passé l'ordre avant de quitter le pouvoir. Vous comprenez ça? Juridiquement parlant, avant de quitter le pouvoir, j'avais passé un ordre qui a été exécuté 4 ou 5 jours après. Et on n'a pas arrêté la personne qui a exécuté l'ordre. Donc c'est le cerveau. On a arrêté le donneur d'ordre, le soi-disant donneur d'ordre. On n'a pas arrêté les intermédiaires. Hein? Et je dis, ou toujours... Vous voyez, est-ce que ce que la société haïtienne appelle démocratie, ça dépend de qui est là. De qui est au pouvoir. Qui est au pouvoir. On dit vous êtes démocrate ou bien vous êtes dictateur selon la fable de La Fontaine. Oui, que vous soyez blanc ou noir. Misérable. Le jugement découvre un blanc. Les animaux malades de la peste. Et je dis encore, ou pas aucune haine, aucune rancune contre mon... Non. Moi, refusé de gagner rancune dans le cœur parce que couler comme moi pour un livre là, me rappeler tout le monde que moi j'ai 83 ans l'homme signe un livre ça, l'homme finit. Ça veut dire que personne ne va mettre en tête que moi envie retourner dans le pouvoir ou bien moi envie servir au monde, bah comme ça. Plus question. Je travaille maintenant uniquement pour informer la société, le peuple haïtien, de choses que je pensais que nous devons connaître pour être capable de venir ranger le pays ça. Malheureusement, nous ne pas rendre compte à quelle vitesse le temps passé. Nous étions au-delà, nous étions arrivés à un moment pour nous boucler. Mais il faudra dire un petit bagage rapidement sur le livre noir de l'insécurité. Rapidement, m'a dit que le livre sur le livre noir de l'insécurité couvre période 1995-2000. Ça veut dire que moi, je voulais montrer que qui ça a rapporté là que sans planification, sans avertissement, on détruit une structure qui avait un travail qu'elle faisait. C'est-à-dire que de 1995 à 2000, j'ai noté dans le livre qu'il y a 1451 cadavres de personnes assassinées dans les rues, chez eux, etc. Ce qui veut dire que on devait voir pourquoi on a eu ce problème et quelles solutions apporter pour corriger. Donc il y a des propositions. Après 2 éditions, le livre a fini, je continue à demander moi. Moi, fais édition ça pour satisfaire mon pour capable voir qui ça a été fait et quelles ont été les recommandations qui ont été formulées pour capable voir si les recommandations sont valables toujours et à appliquer. Qui est-ce qui dit, Général Avril, que ou responsable, ne serait-ce qu'en partie, de destruction de l'armée d'Haïti? Il est capable de dire ça, mais autour ouais que ce sont des mondes qui ont cherché échappatoire parce que j'étais celui qui a essayé de rassembler les morceaux. Parce que quand je suis arrivé, c'était l'effritement total. Parce que, mettez-vous en tête, des soldats qui décidaient que décision président Maniga prend, et pas d'accord avec, il a cherché général Nafi vient mettre. Ce qui veut dire que ce n'est pas officier qui fait coup d'État, qui mène le général Nafi au pouvoir. C'est soldats. Pas de bien officier là-dedans, c'est soldats. Donc c'est grave. Or, Nafi fin arrivé. C'est même soldats encore que maintenant la classe politique exploitée qui voit Nafi aller. Et puis, me vient d'émerger. Vient d'émerger, ce n'est pas officier qui émerge, mon contre-officier dit, mon général, sous pas prendre, il y a tout nous là, comme ça, parce que ces gens ont cherché, ils n'ont pas revenir, en profiter. On parlait du sergent Hébreu. Donc, l'homme arrivé là, il savait, il s'agissait de ramasser les morceaux. C'est pourquoi j'ai fait le choix du général Abraham pour nous aider à faire ça. Que nous réussissons. Mais alors, le crédit a été pour lui, non pour moi. Parce qu'on n'a pas pensé que, quand j'étais président, je n'étais pas le commandant-chef des forces armées. Et que... Non, mais il allait vous succéder quand même. J'étais commandant-chef des forces armées, j'ai transmis tous mes pouvoirs au commandant-chef par intérim. Je n'avais pas le droit de passer des ordres directement de l'armée.
c'est le commandant-chef par intérim qui passait les ordres. Allez au grand quartier général qui est malheureusement détruit maintenant. On ne trouvera pas un seul document pendant ma présidence signé du général Avil qui passe des ordres. Jamais. Parce que je n'étais pas commandant. Est-ce qu'on a un conseil au capable je dis, on conseille par rapport à ça, on vive insécurité, kidnapping. Un conseil, moi, pour l'aboutir à un bagage qui est très difficile. Dans le dernier paragraphe livre, moi, il faut arriver capable d'unir nous. Il faut arriver tout le monde capable de mettre ensemble pour faire payer ça marcher. Conseil, moi, c'est que il faut que tous les fils, toutes les filles d'Haïti, et vivant en Haïti et diaspora, pour unir nous, pour connaître que le pays d'Haïti, c'est pour nous lier. Pas de monde qui peut sauver que nous-mêmes. Pas considérer que c'est international qui peut sauver Haïti pour réunir ensemble, mettez à côté nos divergences, mettez à côté nos différences, entendons pour nous ranger le pays. L'histoire des transitions politiques, dans le livre en folie? Il y a un livre en folie. Il y a un livre en folie et l'histoire des transitions politiques en Haïti. Et le livre noir aussi dans le livre en folie, parce que comme nouveauté, il est censé aller comme nouveauté. Et en attendant que le livre en folie, mon qui dehors, qui pressé, et la distribution nous fait déjà, et est capable de joindre dans Librairie Astérix Pétionville ou bien à Big Star Market, c'est deux côtés ça seulement nous déjà en bas et l'autre côté va venir après. Mais m'inviter tout le monde à le livre en folie, prends livre ça, si c'est pas pour eux, prendre pour petit yo. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, depuis par exemple 15-16 ans, tu doué qu'on ait ça relais chef d'État en Haïti et qui tribulation, tout chef d'État passé, leur arriver au pouvoir. Donc, pour résoudre ça, pour ça pas arriver encore, pour que désormais, il n'y a plus de transition en Haïti par des gouvernements provisoires. Sauf si, par exemple, par malheur, mais que ça qui fait là, c'est dernier pour lui, il pas fait pour encore après. C'est mon information d'ailleurs. C'est souhait général là. C'est souhait général là. C'est souhait pas où ça y est. C'est souhait pas. C'est souhait pas moi. C'est ce qui est avec nous ce matin. Et docteur, il y a des gens qui disent que c'est bluff et que la maladie n'a pas existé vraiment. Il y a des gens qui sortent ça toujours. Oui, il y a des gens qui ne pas quoi. Et je dis là, il y a des gens qui plus quoi. Parce que l'autre on sait de monde qu'on connaît à mourir, donc on s'est gens préoccupé. Il y a des gens qui peur. Bon, c'est on a des donc ouais que l'année dernière on fait plusieurs émissions avec vous. On va la masque mais à terre. Et vous souhaitez c'est pas seul masque là ou pas la gâter. Pas de problème avec monde qui pas la masque à terre. Mais vous souhaitez qu'il y ait l'autre bagaille qui pas la gâter. On l'avait même parce que masque là vaut salvo. Oui. Et pas grand chose. Et puis on le encore moi constaté ça matin, m'a regardé des responsables qui portaient masque autour docteur mais et pas connaît mais j'ai l'impression c'est en bas bouche. Il y a des gens qui mettent en bas menton, il y a des gens qui a permettre le pour ça en bas néo. Non, ça fait partie de type d'éducation. Vous chargez le docteur qui pour faire ça. Quitter monde qui focus sur microbe yo parler de ça Wendel. Oui, non mais si nous ca aider, docteur. Même pas bon en masque là. Je n'ai pas qu'être expert en masque. Donc allez. Même dans porter masque pas bon tout donc. Non pas bon même la donne. Pas bon la donne. Donc pas quoi la donne ou pas bon la donne docteur. L'idée yo font usage abusif de l'im pas quoi qui est utile. Jean yo met accent sur lui. Ça me toujours dit c'est Jean Goethe te dit les bagaille qui plus important yo pas doit négliger pour mettre accent sur ça qui est moins important. Pour moi, masque n'a pas mérité toute importance que vous avez là. Donc, vous parlez tout que pas la main, Corée, pas plaisir rien tout, donc? Non, ça y est, puisque vous avez de laver main, même si vous faites une Corée, laver main, vous baillez la main, laver main. L'idée, c'est que c'est qui gens ou éviter pour prendre le virus là, pour porter dans mes mesures. Toute mesure est importante, mais il faut que ce n'est pas eux seuls qui gagnent. C'est ça le point. Nous voulons une approche qui est plus globale. C'est ça. Une approche qui gagne plus de chance pour les résultats. Pour auditeurs, après ça, sortir avec un bagage dans la main. Oui. OK. Donc, mesure qu'a pas annoncé dans la rue, en mesure gouvernement, il vaut ça, il vaut selon vous-même. Oui.
Il faut ça, il faut. OK. Et permettez-moi d'ajouter, et c'est ça le plus important, pas grand-chose. OK. Maintenant, qu'est-ce qui sont proposés, docteur, comme mesure de prévention? Premier bail, nous te disons déjà, il faut bannir la peur. Il faut bannir la peur. Maintenant, sous bannir la peur, on peut même penser à prendre précaution? Non, pas peur. Même prend précaution en pile, même pas jamais peur. Vous remarquez ça? Nous commençons à parler depuis avant, depuis le mot Covid là a tombé, pas jamais peur, même prend précaution. Oui, mais on ne parle de ça parce que les gens qui croient dans vous, ils sont enlevé toute peur, il y a moins préoccupé. Non, la peur. Ce qu'elle vaut aussi. Non, la peur ou pas de peur. Parce que chaque peur, ou perd du sens, ou prend des décisions qui sont totalement inappropriées. Quand le gouvernement panique, le gouvernement prend des mesures qui sont inappropriées. Quand je dis le gouvernement, c'est les gouvernements dans le monde. Ils prennent des mesures qui sont totalement inappropriées dans la gestion pandémique. Ils ne pas prendre mesures à tête reposée, côté plusieurs scientifiques, discuter, ils ont un débat contradictoire, et puis ils ont fini de jouer une meilleure approche. Donc il faut bannir la peur, fermer télévision, combien de morts qu'a gagné depuis le début de la pandémie. Ça c'est pour inciter la peur. Fermez-le. Fermez-le. Pas prendre. Il n'y a pas de compter. Gens qui comptent cadavres, il n'y a pas de compter comme ça. Ni caille. Donc ça veut dire, il compter pour chaque année. Ou pas, soit le taper sur net là, ou pas besoin de total cas de grippe qui tue le monde aux États-Unis de 2000 à 2021. Non, on va besoin chaque année, pas à pas. C'est même genre le tas de faire le tour pour Covid là. Donc, bannir la peur, et puis, reconnaître limite théorie germe pour nous chasser seulement le virus là, et puis, mettez accent sur le terrain. Et sous terrain, je vais retourner, on va parler, c'est sous ça que je devais parler plus aujourd'hui, à toute deuxième partie, c'est sous ça que je devais parler, mais nous n'avons pas gagné plus de temps, mais même gagner, on va besoin de dire en plus. Nous avons exactement 16 minutes devant nous pour nous. Nous n'avons pas gagné. Oui. En tout cas, manger, dormir, gérer stress, donc suspendre, garder vieilles nouvelles sur les réseaux sociaux qui paniquent nous, suspendre une série d'habitudes qui sont nocives, tant que cigarettes, alcool, boissons gazeuses, etc. Quand c'est histoire tout côté d'elle, Covid, à quelque chose Covid peut être, Covid qui est utile ou comme ça. Et oui, on dit ça, quelque chose malheureux bon. Bon jeune homme qui testait positif, et puis le docteur le voyait le faire un scanner. Même si il a fumé depuis plus de 25 ans. Dans quarantaine, monsieur déjà, scanner a révélé que monsieur a développé une maladie terrible qui est l'emphysème. Donc, je souhaitais que monsieur prenne l'opportunité ça pour le travail sur la question de quitter cigarette là. Et si il y a l'autre monde qui a assassiné tête avec cigarette, pensez à ça. Parce que la maladie, ça est arrivé sur les 10 dernières années. Non, mais même si arrêter fumer, au moins, le processus n'a ralenti. Au moins. Mais on peut traiter ou stopper le processus là. Et les gens qui sont spécialistes, pneumologues, qui comment pour réhabiliter, pour gagner du terrain. Mais dans la quarantaine, ou déjà dans la situation, ça, c'est effrayant. C'est des gens qui ont 60 ans, ils doivent marcher avec, obligés de marcher à un petit bonbonne d'oxygène. Donc, à quelque chose, Covid peut être utile. Et puis, là, on fait toutes mesures, ça, prend quelques vitamines. Tout le monde a doué niveau vitamine D. Tout le monde connaît. Je ne vais pas poser la question ça, parce que c'est embarrassant si on ne pas d'accord niveau vitamine D. Et si tout le monde qui est dans la métropole pas d'accord niveau vitamine D, je ne tellement pas les paroles ça. T'as pris une plaque qui colle. En pile là de m'imaginer qu'on est. Je souhaitais ça. Et puis, utiliser les traitements précoces. C'est une erreur en pile le monde fait. C'est que je dis, il semble que dans l'épisode ça, pour les gens qui sur la ligne de fond, ils font une observation. Ce n'est pas même symptôme classique qu'on joue dans l'épisode ça. Oui. Il y a des gens qui viennent carrément avec seulement un cocrase. Il y a des gens qui viennent seulement avec un symptôme digestif, diarrhée, et puis après ça, antifièvre. Et puis, ils rentrent directement, sans qu'il n'y ait pas de pièce symptômes respiratoires, et puis ils rentrent directement dans la désaturation. Ça, on doit gagner la caille dans la période ça.
en plus de toutes les bagailles, ou supposez gagner la caillou, particulièrement si vous gagnez une condition qui fait que le terrain n'est pas tellement. Si vous gagnez ça, vous avez les comorbidités, si vous gagnez inflammation, si vous enflez, je vais tourner sur ça tout à l'heure parce que c'est point ça que je voulais développer jeudi. Et vous supposez gagner un appareil pour mesurer saturation en oxygène. De manière à ce que si vous commencez un traitement, pas même recommander personne traiter tête pour compte. Même si vous pointez en contact avec le docteur, de manière à ce que le docteur avec dans le téléphone, possiblement détecter les signes qui disent que vous avez décliné, et particulièrement saturation en oxygène, qui pas jamais doit descendre plus bas que 95. Alors, depuis la descendre plus bas que 95, il faut joindre l'oxygène et ou qu'à sauver en pile vie si traitement fait de manière précoce. Et si apparaît ça pas vendre cher, docteur? Bon, je ne sais pas qu'on prie, je ne sais pas vendre, mais longtemps, dans le commencement de la pandémie, ou pas de cas joindre. L'année dernière, le conseil, pour te joindre sur Amazon, il te met pratiquement 3, 4, 6 semaines pour te joindre. Oui, mais quoi qu'il y a une pharmacie de la place qui vend. Je voulais partager avec nous quelques traitements à domicile. En plus de tout supplément alimentaire au café, il y a un bagage que on monde a gagné. Et selon le docteur Joseph Mercola, il marché. C'est de l'eau oxygénée. De l'eau oxygénée, ou l'eau achetée dans la pharmacie, dans la bouteille, ça vous l'avez plaît, ou diluez une portion pour 10 portions de l'eau traitée. Et si vous avez une chance, son chance, toute bagaille a quelque chose malheur bon. Si vous avez un monde qui est asthmatique dans le cas là, et qui gagne un petit appareil, il y aurait les nébulisateurs. Eh bien, vous diluez et puis vous nébulisez et vous respirez. Si vous brûlez, vous connaissez que concentration en trop élevée. Vous devez diluer encore 2 fois. Vous devez ajouter doubler de l'eau. Mais c'est un puissant virucide. Ça veut dire qu'il détruit le virus là. Même gens avec de l'eau salée ou gargariser, même gens avec hydrosol d'argent qui ont vaporiser dans la narine. Donc ça, c'est une bail pour un monde à chercher. Si vous avez un monde qui est grave, par contre, si les nébulisateurs sont bail qui, sur Amazon, il y a une série de petits petits et qui vendent assez bon marché. Même en Haïti, par contre, qui côté gagner. Mais si vous avez un monde qui est asthmatique et qui gagne un nébulisateur, ça, c'est un outil qui est extrêmement utile. Des premiers signes que vous jouez un monde qui gagne qui ont un signe qui semble le Covid, commencez à nébuliser et faire ça 10 à 15 minutes, 4 fois par jour, en attendant que vous fait tout l'autre ça pour faire contacter le docteur. Parce que son maladie, s'il est pris en charge, risque pour mourir les petits. Cependant, vous avez samedi. Alors, on prise en charge rapide. On prise en charge rapide, précoce. Ça veut dire dès le premier symptôme. C'est, pour moi, c'est clé. Depuis vous faire ça, risque pour mourir les petits. Vous entendez samedi? Très bien. Les petits. Vous ne pouvez pas éliminer. Parce que le terrain est le maître. Si vous avez gagné un syndrome inflammatoire, et si ça vous attendez, même dans le cas de vaccin, dans le commencement, je te dis, les gens qui ont une allergie, ils n'ont pas doué pour un vaccin. Si vous avez un terrain inflammatoire, et nous pouvons parler sur ça tout de suite, eh bien, vous avez pile chance pour que vous développez une forme qui est plus grave, et c'est les gens qui plus aller dans le service soins intensifs, et en pile dans les gens pas arriver à sortir. Le terrain. Il faut préparer le terrain. Il faut faire en sorte que vous réduisez le niveau d'inflammation encore. Et c'est de mots ça, faire une transition pour finir. D'abord, docteur, l'ordi gagne inflammation. Ça veut dire qui ça? Et puis comment fait qu'on ait une inflammation? Oui, comment Des pour maladie chronique ou enflée. Et c'est ça, les comorbidités. Donc, ou qu'à brûler les comorbidités en l'autre, non? Ou enflé. Ou bien inflammation. Mais en pile, nous ne pas comprendre. En pile, nous pas réaliser ça. Nous ne pas comprendre les tenants et les aboutissants de l'inflammation. Et je dis à me font parler sur un aspect qui, sur quelques manger qui est inflammatoire. La dernière fois, nous te font parler sur. Nous passons sur les pieds joints. Pas les pieds joints, nous faisons bon petit parler sur les. Oui, mais nous disons dans le même mettre accent sur les pour que le monde comprenne.
Parce que ce n'est pas la pandémie arrivée pour qu'on nous pas le préparer. La préparation, c'est quelque chose de quotidien, chaque jour, tout le temps, toute vie. Préparer. Ou pas contre qu'il est, on vieux bail cap vinn sur plus terrain solide, plus ou gain longueur d'avance. Ou qu'a fait un bagage jodi pour qu'on pas continuer à fragiliser le terrain, là suspend une série de vieilles habitudes, tant que cigarette, alcool. Mais en série de produits inflammatoires, c'est de on veut parler, mais je dis on veut parler de youn. Mentionner trois l'autre, nous ca tourner sur eux. Toute boisson sucrée, qu'elle te les jus de fruits. Même s'il te les jus de fruits, particulièrement jus de fruits commerciaux, c'est des produits inflammatoires. Les graisses végétales raffinées que nous utilisons pour faire fritage, tout bagage ça, c'est des produits. À partir de notre sujet, docteur, le dit que nous disons pas boire jus. On dit. Comment pas boire jus, docteur? M'signal. Manger fruits, pas boire jus. Si vous voulez tourner sur ça, la tourner sur les manger fruits, pas boire jus. Parce que quel est le problème dans ce titre? Parce que l'on prend jus sucré, sucre l'en passé dans sang, tant qu'il y a un bolus et le créer un désordre métabolique que corps pour ajuster. Alors, si on fait ça plusieurs fois par jour, chaque jour, en fin de compte, capacité de résilience corps pour le faiblir. Donc tout même des cas en jus, ça ne va pas mettre sucre là-dedans. Qui jus prend qui pas gain sucre. Pas dis-moi prend jus orange qui pas gain sucre là-dedans. Li gain plus sucre que une boisson gazeuse. Parce que gain plus jus citron par exemple. Si son jus citron sans sucre, OK. Pas de problème. Papaye. Tout c'est sucre. Tout reste. À part citron, tout c'est sucre. Corosol. Corosol, il y a quelqu'un qui pas sucré tant que corosol là. Même vous voulez la fond temps sous jus, pas bloquer sur ça. En allez. Vous d'accord? En allez. Le lait et ses dérivés, les graisses végétales raffinées, et je dis à Mme il faut parler de blé. Le blé et ses dérivés. Combien de minutes nous gagnons? Là, nous gagnons 7 minutes devant nous. 7 minutes. Oui. Alors, le blé et ses dérivés, tout le monde mange blé plusieurs fois par jour, et sous toute forme. Mais est-ce que le blé sont aliments santé? Le blé, c'est l'aliment inflammatoire par excellence. Et je dis, je vais partager avec nous raison pour un monde au moins ou réduit sous quantité, bah, ça va manger. Blé longtemps, pas même avec blé, je dis, soit aller en 1950, il y a des manipulations génétiques qui faites et qui, on peut corriger sur ce slide, non? Je vais sur tout à l'heure. Et il y a des manipulations génétiques qui faites dans le blé, qui fait que le blé en vient gagner 3 fois plus de gluten, je dis, que le t'ai gagné en 1950. Mais quand il s'agit du blé américain des années 2000, il vient encore plus toxique. Parce que le gluten, on va montrer que ça gluten n'a fait encore non, et puis on a introduit un autre concept qui est les lectines. Vers l'année 2000, il y a un bail aux États-Unis qui est extraordinaire parce que vous voyez que le blé européen n'est pas comme le blé américain. Blé américain, non seulement le gagne pile gluten, en pile lectine, il a séché avant la récolte avec un pesticide que vous utilisez dans l'aliment génétiquement modifié qui est le Roundup. Faites une recherche, non? Le blé n'est pas un aliment santé. En pile fois, moi-même, personnellement, je t'ai recommandé tête, moi, manger blé par rapport à du riz, par exemple. Parce que du riz, il y a un sacré index glycémique qui est plus élevé. Parce que l'on mange du riz, le sucre passe plus rapidement que le blé. Le sucre passe quand même pour le blé, oui, il passe plus lentement. Mais le blé, il y a plus fibre. Et c'est là le problème là. C'est là le problème là. Fibre, ça y est toxique. Et il cause quelque chose qu'on appelle la porosité intestinale. Nous mettons projeter slide là pour moi, pour moi qui a une chance de garder. Le tube digestif, nous les sorti dans la bouche là, il finit dans l'anus là. Il a un paquet de fonctions, il prend manger, il écrase mécaniquement, il finit de digérer avec enzymes, et de manière à ce que il réduit, il fait que une série de petites particules petites, et ces petites particules ça que le corps capable prend pour lui faire le travail que le besoin fait. Mais là où manger blé gagne là-dedans gluten, et gluten, non, docteur Alessio Fassano, qui je dis, est le responsable du centre de service pédiatrique dans le Mass General Hospital, il a travaillé avec Harvard. En 2005, monsieur a fait une recherche,
longue histoire courte, monsieur découvrit par qui mécanisme. Ça, on était déjà connaît dans le monde médecine naturelle depuis des décennies que une série d'aliments causent un concept que la médecine conventionnelle peut reconnaître, qui est la porosité intestinale, c'est que le blé, il posait col sous villosité intestinale, et puis il fait corps produire une substance qui est les zonulines. Les zonulines, il casse jonction cellules qui gagnent, qui fait barrière intestinale. Donc, comprenez, tuyau, ça a le passé sur la bouche, nous arrivons dans l'anus, mais quand on arrive, il faut qu'on prenne ça, le besoin de triple pour le nourrir tête. Mais, membrane, ça, sont membranes qui vraiment bien gardées. Un paquet de microbes qui gardent pour nous. Microbes, c'est amis, non, on j'ai parlé de ça déjà. Et puis, quand il y a, mais, là où manger blé, là où manger qui gagne lectine, là où manger gluten, là où manger un bon pain complet, un bon pita, un bon. Mais il y a une étude qui fait Harvard qui montre que 100% monde développe porosité intestinale après ou manger blé. Qui ça cause? Eh bien, ça cause que les lectines du blé, lectines, c'est des protéines que les plantes fabriquent pour se défendre. Et yo même, yo extrêmement immunogénique. Ça veut dire yo stimuler une réponse immunitaire. Et là, ça, yo créé un mode d'inflammation systémique à bas bruit qui, en fonction de génétique, pour permettre qu'on ait une réaction inflammatoire plus ou moins violente. Un petit point de controverse pour finir, c'est que depuis que je dis ça, je connais qu'on a une information pour gagner. Là, on a dit non, moi-même, manger pain, même pas manger pain blanc, manger pain complet. Je me dis, well, on a une information pour gagner. Moi-même, tout, c'est pain complet, c'est l'homme de manger, l'homme de manger pain. Mais le pain complet est plus toxique que le pain blanc à cause de la quantité de fibres toxiques qu'il y a dans les graines complètes. Non. Ça permet de tourner. Donc, plutôt un petit morceau de pain ordinaire. Non, pas dit plutôt. Et ça permet de nous tourner dans. Et on pensait que. On s'en mettait partagé avec c'est de René Descartes. Il s'est dit pour atteindre la vérité, il faut une fois dans la vie se défaire de toutes les opinions qu'on a reçues et reconstruire de nouveau tout le système de connaissances. Nous n'avons qu'à faire ça aujourd'hui. Nous n'avons qu'à faire ça à côté nous devons apprendre. À faire des recherches sur gluten, sur lectine, sur porosité intestinale. Et qu'on est que si vous déjà gagné une maladie inflammatoire et qu'on a pour un médicament quelconque, possiblement vous avez une porosité intestinale. Et si vous avez une porosité intestinale, il y a un premier bail pour faire, c'est retirer une série de manger qui cause d'elle, top là, c'est blé, suivant le lait, etc. Et si on ne peut pas jamais manger blé, ou bien il y a 3 ou 4, 5 ans, on ne peut pas jamais manger, est-ce que porosité n'a pas commencé à disparaître? Corps extrêmement résilient, il y a une capacité de réparation. Mais ce n'est pas le blé qui cause, je dis juste, vous voyez, blé, hein. Il y a des gens qui mangent blé 3 fois par jour. Élève l'école longtemps dans la cantine, c'est-à-dire que quand pile tout le monde. C'est là que commence la première expérience moi à blé. Et me dit blé c'est un qui fait que ma voix dans la métropole aujourd'hui parce que c'est lui qui fait malade. Donc c'est lui qui est un principal déclencheur toxique pour maladie. Et je finis avec un petit schéma que pas de bande pour nous projeter. Mais imaginez ou gagnons pas écrire les maladies auto-immunes dans mi-temps. Et puis il y a 3 facteurs d'après le docteur Alessio Fassano qui alimentent les maladies auto-immunes, allergies, etc. Ou gagnez génétique, ou pas qu'à changer, c'est ça qu'on te recevoir, mais pas en fatalité. Mais on gagne des déclencheurs toxiques, et le blé, c'est une. Et puis, on gagne la porosité intestinale, qui c'est un pilier, qui est presque toujours présent dans la maladie auto-immune. Donc, le point pour réduire l'inflammation encore, conseiller de manger pour suspendre manger ou bien pour réduire la fréquence au moins. Et puis manger, tant coup en pile feuilles, bon graisse, pour capable réduire l'inflammation. D'accord? Et si vous mangez, si vous mangez blé 3 fois par jour, on prend pain, on prend spaghetti, on prend la bouillie. La bouillie, même si on mange tellement toxique, on a tourné il y a plusieurs sortes de la bouillie qui est ça dans le docteur. Bon, la bouillie farine française, c'est plus toxique, mais toute l'autre la bouillie toxique pour la simple bonne raison que plus fort on mettre lait vache là-dedans et puis quelle que soit farine qu'on prend, c'est sucre qui vient tourner et pour ajouter sucre là-dedans encore. Bon, là vraiment, on met ces sucre. La bouillie avoine par exemple. Oh,
Toxique. Toxique. Yeah. Alors, c'est rire ou faire ensemble avec moi, c'est pour téléspectateurs capables de idée de ça, c'est réalisateur qui saisit, ils font crier là-bas, ils parlent de avoine. Bon, si pas longtemps, je pense avoine là quand même. Ok. Pas continuer. Bon, il faut considérer, il faut réduire. Il y a des gens qui ne peuvent pas éliminer honnête. Non, pas chaque jour. Mais il y a des gens qui comprennent que ils peuvent manger blé chaque jour et être en santé. Je ne sais pas quoi ça est possible. Et surtout si vous êtes déjà malade, et si vous n'êtes pas malade, réduire blé au moins, ou capable de battre tout un peu de ça. Et nous devons faire un effort pour nous tourner vers les bagailles qui produisent la caille. Je ne vais pas dire rien sur maïs, mais mon Dieu, aux États-Unis, 100% maïs presque, en tout cas, plus de 90% génétiquement modifié. Donc depuis on maïs sur le bois, on est maïs génétiquement modifié, on prend. Maïs là, quand moins toxique. Donc, toxique quand même, mais moins toxique. de loin. Donc, nous sommes capables. L'idée, c'est que, quel que soit manger, il faut qu'on varie. Même pas qu'à le dire, ne pas manger maïs. Mais il y a des gens qui sont malades. Ils suspendent manger maïs, ils sentent mieux. Il y a deux sortes de maïs. Enfin, pas deux sortes. Il y a un produit maïs, il y a maïs. Maïs boucané, maïs bouilli. Il y a des gens qui mangent maïs. Le maïs, je suis patient qui font en crise là, parce que tu as envie de manger maïs, il prend maïs boucané, boit la rue. Et puis après, elle connaît que l'île pas doit faire ça encore. Donc, non. Pas dire pour tout le monde. Mais nous avons si vous êtes malade particulièrement, vous pouvez prendre un médicament, essayez. Éviter une série de manger pour un petit bout de temps. Et maïs moulu. Quel que soit. Le maïs et ses dérivés. Le maïs et ses dérivés. Le blé et ses dérivés. Donc, pour nous tourner à Covid, c'est que l'état santé est capable d'aggraver à cause de ça qu'on consomme, qu'on mange. Blé est à éviter. Maïs ralenti sous lit. Boisson, pas boire jus. Jus, bon capable de rabattre son petit jus citron. Oui, pas acheter jus pour boire. Ok. Entre nous, c'est un gaspillage. Pas acheter jus. Mais nous avons manger fruits. Manger fruits. Mango, bah, on à l'aise. Manger fruits. Manger fruits en saison. Mais cette histoire de tout le temps pour boire une boisson, pour prendre sucre liquide, qui rentrer dans le sang autant qu'il y a un bolus, c'est un facteur qui mène dans ça le diabète là. Donc, l'arrivée dans la phase ça, où est enflé. Et puis, ou vient plus fragile. Et puis, Covid vient sous. Le ça, il joint un boulevard pour le marché. Mais si on monde, ou on dit un monde qui est diabétique, et puis on a commencé le traitement, et puis il déjà commencé à réduire niveau sucre là seulement, et bien ça permet un petit peu moins fragile. Mais si on monde ou obèse, et ou perdu 10 livres, ou perdu 15 livres, ou gain chance pour un petit gens moins fragile. Si vous avez une maladie auto-immune, et puis ou changer genre manger, ou retirer une série d'aliments inflammatoires, tant que ça nous mentionné brièvement matin, c'est possible que le corps a résisté. Mais même si vous faites tout ça pour faire, face à Covid, c'est la vigilance. Pas la peur, parce que si vous avez une maladie ou suspect qu'on a Covid, et pour paniquer, vous pas même qu'à faire ça pour faire pour protéger tête. La peur est à bannir. La maladie est réelle, la maladie existe, il y a un traitement pour lui, il y a une façon pour préparer le corps pour qu'on ne pas développer forme grave, même si on prend, parce que les mesures barrières ne peuvent pas arriver à empêcher la propagation du virus. Là. Même si vous faites toutes mesures barrières, vous toujours gagnez un risque que le virus arrive sur vous. Et là, c'est la seule chance, c'était rien. Mais, traitement précoce, sous surveillance médicale, plus il y a un suivi, même à distance par ton médecin, il y a une chance pour réduire le risque, pour nous perdre du monde. Et c'est ça qui compte pour moi. Est-ce que il y a des gens qui fait Covid, au courant, qui est capable de faire plusieurs jours en détresse respiratoire? Il y a plusieurs. Les gens qui travaillent dans l'hôpital, ils ont bonne information, ça a bien passé. Mais certainement, ils connaissent. Mais moi-même, pas vraiment en prise en charge hospitalière. Mais il y a plusieurs personnes qui font plusieurs jours, mi balai, autant de yo aller, yo tourner. Il y a l'autre qui Delma 2 qui allait, qui tournait. Il y a l'autre. C'est que il y a un traitement qui est efficace, mais puis écoute, prend devant, puis bonheur, c'est grand matin. Puis gros erreur, il y a un monde qui a fait, c'est qu'on dit, oh, je sens un petit coquerage là, je vais le fonter. Au thé, ça va pas marcher aujourd'hui, je vais fonter demain. Tel. Ou bail pillai. Alors ça.
Donc, Théo dit. Je ne vais pas faire Théo, non? Mais faut. Ah ben, mal comprendre. Ou fait Théo. Qui Théo? Non. Il y a un livre qui est écrit sur ça, et c'est équipe médecine traditionnelle, mon qui fait promotion médecine traditionnelle, et la donne, et leader, c'est Marie-Lise Rosier. Il y a un livre qui est écrit, c'est un livre qui est gratis, qui est disponible sur net. Là, je n'ai pas un côté pour me dire, non, moi-même, j'ai participé, j'ai écrit 2 pages là-dedans. Ça veut dire, il y a 70. Si on a besoin, je vais vous pour partager avec moi. Il y a 70 médicaments, remèdes naturels que praticiens mettez dehors. Donc ça veut dire utiliser yo marché, mais moi je n'ai pas de preuve que yo marché. Mais ça me veut dire tout simplement, pendant que vous utilisez remèdes naturels, mettez-vous en contact avec un docteur et gagnez une façon pour mesurer saturation en oxygène. Parce que si vous avez un instrument de suivi ça, vous arrivez à l'hôpital puis bonheur. Et l'arrivée puis bonheur, vous avez plus de chance pour prendre soin. Et vous te dit depuis que un niveau a baissé, quitter 90, ça descend? Non, pas dit 90, 95. Depuis vous quitter 96? Depuis vous quitter 95. Depuis vous descendre plus bas 95, urgence. Urgence. Ok. Bon, merci beaucoup, docteur. On a des questions auditrices qui disent que le gonti spray côté que tu joues dans la caillou, est-ce que le cas continue de prendre? Oh bien. Non, c'est pas malade. Oh, ok. On dit que le gonti, monde qui utilise un vaporisateur nasal pour décongestionner. Alors, on épique les auditeurs. On va parler de spray nasal. Ouais, c'est moi anglais qui vaporisateur. Oui. Un petit spray nasal qu'on gagne les néons bouchés ou qu'on a un petit de l'eau salée là-dedans. Gagner 2 produits que moi je connais, un troisième qui n'est pas disponible en Haïti, qui est l'oxyde nitrique. Ça encore plus intéressant parce que c'est une substance que qu'on produit, oxyde nitrique là. Et si on connaît des compagnies qui ont essayé de mettre le sous marché dans l'autre pays, on ne sait pas s'il arrive. Lui-même, oxyde nitrique là, ou bien de l'eau oxygénée diluée, j'aime ça t'expliquer tout à l'heure, ou bien hydrosol d'argent, si vous gagnez l'eau juste vaporiser ou juste sprayer dans la narine, ou elle, il y a très peu de chances que le virus soit capable de propager. Donc, on dit que si vous avez l'habitude, qu'on va rencontrer le monde malgré toutes mesures barrières qu'on prend, eh bien, au fond, il vaporiser ça dans la narine, vous faites le 2 fois par jour. Ou si vous êtes un monde qui prend soin de monde, puis vous rencontrer le monde qui fait Covid, vous faites ça plus. Ou bien moins de chance. Le Péga Mounio a introduit spray bégon, spray qui sont encore dans l'air. Bien dit, bégon, c'est une blague. Ou pas Donald Trump quand même. Non. Voilà, on va pas le dire parole comme ça. Donc l'idée, les amis, mais si je tag un point pour me dire aujourd'hui, non, tout le monde qui est victime aujourd'hui, et travaille sous terrain, prend information sur les gens qui manger bien, mieux, bouger, dormir, gérer stress, faire mouvement respiratoire, écouter musique, pas alimenter nous de vie nouvelle seulement, comme dit nous, le monde pral fini, éduquer tête nous, pour nous comprendre chiffres. Parce que, je dis, pendant que le monde a vacciné, mais il faut qu'on connaisse que il y a des données qui paraissent sur le net, là, qui montrent que dans le pays qui vaccinait plus, ils ont observé plus de cas et plus de décès que l'heure avant que ils étaient. Alors, investissement dans la campagne dans la campagne des candidats, nous ne pouvons ne pas mentionner ces journaleux derrière le micro de certaines émissions de radio à grande écoute qui, pour faire le buzz, n'hésitent pas à verser dans le terrorisme publicitaire. D'abord, avant de parler de journaleux, le terrorisme publicitaire, c'est qui ça lié? Ok. Le terrorisme publicitaire, c'est à chaque fois qu'un journaliste donne écho aux pratiques criminelles, aux violences perpétrées par des chefs de gang. C'est ce à quoi nous sommes en train d'assister depuis quelques années. C'est ça, le terrorisme publicitaire. Leur offre micro, bail bandit, recherché,
connaît ces bandits recherchés, vous connaissez ces criminels, c'est kidnapping, c'est kidnappeurs et criminels. Et puis c'est de manière très légère, ou offrir de manière généreuse même, ou offrir micro, de manière à véhiculer, à permettre de véhiculer propre discours de haine contre la société ou contre certains secteurs de la société. Puis véhiculer propre discours de violence. Juste parce que les communautés attendaient un tel comme Bandi a parlé dans la radio, et bien tout le monde va l'intéresser à l'émission pour faire le buzz. Uniquement, l'intérêt c'est, ces journalistes là, le plus souvent, on rencontre parmi quelle catégorie de journalistes? Des gens qui n'ont pas été formés au métier de journalisme pour certains. Mais pour certains, malheureusement, c'est des gens formés au journalisme qui sont sans éthique. Sans éthique et sans sentiment patriotique. Parce que le pays, ça, on va vivre là-dedans. Pour accepter, pour participer à la déconstruction du pays, ça, mais il ne faut pas aucun sentiment patriotique. Uniquement pour faire le buzz, uniquement pour capable attirer de l'audience. Et journalistes, ça, nous connaissons. Nous listons. Émission, ça, nous connaissons. Bon, est-ce que maintenant, je dis, par une forme d'explication que journaliste, ça, est capable de ou bien journaliste, comme pointer par loin, il y a dit comme ça que même si nous-mêmes qui dans les médias traditionnels, nous pas bail bandit micro, nous pas bail criminel micro, mais ils gagnent en pile moyen. Les bandits de nos jours ont beaucoup de moyens. Combien faut-il de temps ils ont intervenu sur les réseaux sociaux, ils ont fait live, ils ont fait direct et qui atteignent autant de monde que peut-être ils étaient capables d'atteindre si c'est dans un type de médias traditionnels, il y a Jean-Marc Fell là, ils ont passé. Et le problème qu'on a avec les citoyens haïtiens, lorsqu'ils ils respectent la loi, le plus souvent, ils toujours prennent en référence citoyen qui en face qui va respecter la loi. Ou pas qu'à agir en fonction de citoyen qui en face ou. Il y a seulement mando agir conformément à la loi. Que citoyen sous côté là ou des dos là pas agir de la même façon, fait remplir devoir par là envers le pays, remplir devoir par là envers la Constitution. C'est ça que répond à un journaliste. Ça. Donc, ce n'est pas parce que il y a l'autre journaliste qui verse dans le domaine, non. Ce n'est pas parce que M. Sao a une possibilité pour capable de joindre l'autre opportunité, pour capable de faire promotion pratique, que vous même obligé d'accepter, offrir tout comme un élément nouveau qui peut favoriser. Est-ce que ce n'est pas la société qui est un petit peu permissive? Parce que discours de violence. La société est permissive. Pourquoi la société est devenue permissive? D'ailleurs, cette société qu'on a là aujourd'hui, ce n'est pas cette société qu'on avait il y a 20 ans. Ce n'est pas cette société qu'on avait il y a seulement 30 ans, il y a seulement 20 ans. Cette société est devenue permissive parce qu'il y a des élites qui ont émergé de cette société qui n'ont jamais dû devenir des élites. Qui n'ont jamais... Parce qu'on est élite. Pourquoi on est élite? On est élite tout simplement parce que on a pu acquérir un ensemble d'expériences, de connaissances, qui nous permet de nous mettre au devant par rapport aux autres, pour mieux guider les autres. D'accord? C'est ce qui nous permet d'être élite. Mais l'organe monde qui vient élite, par hasard ou par accident, d'accord? Sans que l'il pas établi, sans que le pas subi un processus de différenciation avec le reste des citoyens. Donc, tant qu'on reste citoyen, il agit même genre reste citoyen, mais avec la seule différence, c'est que lui-même, il a une capacité pour drainer les citoyens d'elle, même là, ils sont bons. Les citoyens sont avec, mais lui-même, ils sont bons, il a une capacité pour drainer les citoyens d'elle. Ça, c'est parce que... Allez-y. Le plus souvent, qui toujours fait mal, les matins de la radio, autrefois, surtout dans l'époque électorale, les acteurs politiques qui disent, même les journalistes posent un acteur politique question sur un problème qui vient dans le pays, et puis ils disent, même pas qu'on est même ça avec le peuple à m'a marché. Ça avec le peuple à m'a marché, c'est des peuples à mieux. Le plus souvent, depuis qu'on phénomène qui plus popularisé, élite là, élite politique là, il n'a pas jamais osé
pour prendre le contre-pied de phénomène ça. Pour qui ça? Parce que un groupe de gens qui en faveur. À chaque fois que un groupe de gens qui en faveur, donc ils même dit ah moi ça pas connaître ça avec peuple là, marcher c'est des peuples là. Même si le gars n'est pas bon. Soit même le plus souvent c'est pas bon. Mais si c'est des peuples là marcher, en quoi vous êtes leader? Vous êtes derrière, c'est le peuple qui est leader. Donc ou pas un leader politique. D'accord? Ou pas qu'à dire ça avec le peuple là marcher. Ou pas qu'à marcher à côté peuple là tout. Et devant peuple là pour marcher, le leader est devant. Le leader donne l'exemple. Oui, l'élite doit donner l'exemple. L'élite doit donner le ton. Mais si c'est un mauvais leader. À chaque fois que l'élite échoue dans la façon de gérer une crise, dans la façon de gouverner, d'assurer la gouvernance politique ou la gouvernance économique du pays, eh bien c'est un peu normal que c'est le peuple lui-même qui reprend souveraineté pour lui résoudre le problème dans les rues. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème dans la rue, c'est l'élite là qui échoue. L'élite là, pas me comprendre ça. Mais c'est à cause de la défaillance de l'élite qui fait qu'on a autant de troubles dans les rues. Ou encore que le pays est comme ça, parce que le problème, ça n'en parle pas tout à l'heure, le problème, les sociétales, à un certain niveau, et c'est toute élite qui a un problème, où je dis dans le secteur la presse, j'en dis, ou je dis dans le secteur éducation, ou je dis dans le secteur avocat, tout, un bon avocat qui a fait abus, qui a dit le bagage qu'il n'a pas dit. Définitivement. C'est toute la société qui est devenue corrompue, parce que la société a eu un rôle pour le jouer, il perd du rôle là, parce que la première sanction face à une mauvaise action, ce n'est pas la sanction de l'État, ce n'est pas la sanction pénale, ce n'est pas la sanction de la police. La première sanction, c'est la sanction sociale. C'est la censure sociale. Non, mais c'est l'inverse. Même pour cette histoire de journal qu'on se parlait en là, on voit qu'il y a des émissions de grande écoute, c'est parce que il y a peu l'apologie de la violence qu'a fait là-dedans. Ah, mais justement, sans problème. Oui. Et c'est les mêmes sociétés en fait, en grande partie. Oui, mais il faut jouer votre rôle et votre partition en tant qu'élite. À chaque fois qu'on est directeur d'opinion, il faut diriger l'opinion. C'est pas parce que l'opinion livrée les rejoignent tête l'apologie de la violence dans tout ce qui. Parce qu'il y a un phénomène qui se développe en Haïti, c'est du voyeurisme morbide. Le voyeurisme morbide. À chaque fois que un accident côté pied moun nan coupé tête là à l'autre côté pour moun nan courir vinn sous photo monter sous cadavre la pop pour ces premiers moun pour le voir là sur les réseaux sociaux et pour même là on va chercher toutes les réseaux sociaux qui gagne vieille image ça yo. C'est du voyeurisme morbide. Et journaleux ça a participé justement dans la promotion de ce voyeurisme morbide. Pour qui ça? C'est parce que nous avons un groupe de gens qui malheureusement majoritaire dans la société plus souvent jeunes, ils sont au chômage, ils sont frustrés, et bien seul bagage qui a intéressé, c'est bagage qui est capable de séduire leur bas instinct, leur instinct animal, et bien c'est violence. Donc ou même ou servir sur un plateau d'or cette violence là, qui va alimenter encore plus leur frustration. Ou pas faire éducation là. Ou pas faire ni éducation et ou pas aider psychologiquement tout. Vous voyez? Maintenant, on retourne sur la question financement, investissement dans la campagne électorale. Est-ce que ça aujourd'hui là, il n'a pas contribué, si vous voulez, dans le dérangement société lorsque c'est des gens qui ont senti, qui ont l'impression qu'il y a plus à leur solde, qu'il y a plus que plus capable de manipuler, ils ont investi dans eux, au lieu par exemple d'investir dans un monde qui gagne un bel projet de société, de belles idées. Oui, mais et monsieur député, sénateur, ça a investi là-dedans, choix toujours bien établi en fonction de leur profil d'homme. Profil d'homme ou étudiant antécédent, passé, pour qui genre de monde yo. Même on parler de député, sénateur, on va parler de président. Ils ont investi dans le président. Oui, tout à fait. Moi, je parler. Non, pour qui ça? Parce que les mécanismes utilisés par ces groupes de patrons haïtiens, le plus souvent, à 80%, c'est ils passent à travers le Parlement haïtien. D'accord? Parce que même là, ils ont financé le président. Le président doit faire face à une réalité
Parce que pas oublier que le président lui-même, il gagne des comptes à rendre. Même si vous pensez qu'en tant que citoyen, il gagne moins de comptes à rendre envers vous-même, parce que à cause de déficit de la démocratie, mais lui-même, il gagne des regards de la communauté internationale sur lui-même. Il gagne des institutions internationales qui travaillent comme partenaire avec elle. Il gagne des comptes à rendre avec eux. Donc, au moins, lui-même, il veut une image que il pour la bonne gouvernance économique et commerciale. Donc, même là, au fin financier, il peut mettre tout ça, dans la campagne, il peut arriver maintenant dans le gouvernement, à la tête du gouvernement, côté il y a des difficultés pour le respecter à 100%, ça le promet toi. Ou même là, quand ça soit fait. Supposons que le dit comme ça que. Le quand ça soit fait. Investir dans la campagne, même, on promet tout, directeur, on dit. La douane. Bon, la douane, par exemple. Ça, au moins, ça arrive à un niveau. Il doit bailler. Et le plus souvent, c'est ça que fait. C'est ça que fait. Nous connaissons des cas où c'est ça que fait. OK? Mais ça me le dit là, c'est que pour ça, même si c'est plus sur les parlementaires, c'est parce que le plus souvent, patronat, ça, même les oreilles présidents, qu'on utilise le Parlement tout comme outil de dissuasion ou encore outil de déstabilisation du pouvoir exécutif pour forcer, pour orienter le comportement ou la politique du chef de l'État ou du Premier ministre. Pas penser qu'à chaque fois que une rumeur qui courit, que va convoquer un Premier ministre dans le Parlement, pas penser que rumeur sont rumeurs saines. C'est peut-être à la suite d'un échec d'une négociation entre ce Premier ministre et des groupes de patrons haïtiens. Donc, il va utiliser des éléments clés au sein du Parlement pour agiter ça comme menace. Et ça a eu environ une quinzaine d'années, je me parler de ça avec vous avant. Marie-André Sol, qui d'ailleurs préfacé Livouan, ancien directeur général, nous étions Bruxelles ensemble avec lui, et puis il t'a rappelé qu'en Haïti, il y a un robinet qui ouvrit l'insécurité en l'elvelé. Et qui fait bien la volonté. À volonté. Oui, parce que le plus souvent, et la nature de l'insécurité en Haïti, c'est une insécurité de type stratégique. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est que apparemment ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, ça ne date pas d'aujourd'hui. Écoutez, et la situation s'est aggravée, surtout à cause de quoi? La situation s'est aggravée parce que, en raison de cette guerre politique d'usure qui a existé depuis plusieurs décennies, eh bien, le premier effet malheureux de cette guerre politique d'usure, c'est de détruire, c'est d'affaiblir les institutions. Eh bien, à chaque fois que l'institution vient plus faible, eh bien, le secteur ça a bien plus répondant, a bien plus force, a bien plus ascendance. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. C'est pour ça que je dis à Bagala apparaît aussi clair pour tout le monde que même M. Sao a l'insécurité, alors que ce n'était pas le cas avant. Eh bien, avant, nous avons débattu de ça dans les débats de salon. Mais qu'on y a, c'est dans les débats de rue, dans les débats à la radio, etc., au point que nous avons publié sous les. C'est-à-dire que jeudi, excusez-moi, jeudi, si me dit que décider candidat pour quoi que ce soit, député, sénateur et même président, c'est peut-être même menti si je comprendre que je fait campagne sans un good ou encore que je fait campagne sans l'aide de ces commerçants-là. Non, mais heureusement que ces commerçants, ça yo tous par le même panier. Vous avez de grands patrons haïtiens qui sont très patriotiques. Moi, je connais des familles haïtiennes. Parce que, pourquoi que me faire attention à l'ouvrage d'ailleurs. Même là, m'a fait des dénonciations, m'a critiqué certains patrons haïtiens, certains investisseurs haïtiens, certains membres de la bourgeoisie, m'a jamais mis accent sur la couleur. D'accord? Et son seul côté dans l'ouvrage, me parler de la bourgeoisie. Je préfère parler des investisseurs, de certains investisseurs, de certains patrons. Son seul côté m'obliger à parler de la bourgeoisie haïtienne. Pour ça, parce que le plus souvent, on leur parle de bourgeoisie, on fait référence avec la couleur. Comme si que, par exemple, c'est une monde qui n'est pas d'accord avec disons, une réflexion ou une expression. Par exemple, on a dit, et moi-même, Petite Dessalines. Mais il faut parler de Petite Pétion tout. Parce que pays ça, il faut reconnaître que ces Petites Dessalines, que ces Petites Pétion, ils ont toutes contribué à l'indépendance. Par contre, il y a un livre d'histoire, mais pas un livre d'histoire qui n'a pas évoqué ça. Eh bien, Petite Pétion, surtout mesdames, ils ont fait de grands investissements. Parce que le premier réseau de renseignement,
nous n'avons pas de sécurité. Nous parlons de réseau, de la faillite du réseau de renseignement haïtien. Mais le premier réseau de renseignement haïtien, c'était bourgeois, était moun qui était mulat sur le terrain. Parce que Dessalines, les grands chefs de guerre, Dessalines, Caporal à mort, etc., il y aurait eu une série de coups militaires. C'est grâce à des renseignements collectés à travers ces affranchis-là, qui se sont donnés physiquement aussi. Parce qu'il y a un mesdames qui a accepté coucher avec les officiers français. Donc, on ne peut pas passer d'un revers de main ou rejeter ça. Surtout que, les moi-même arrivé en Amérique latine, ce n'est pas 4 pétions m'ralé pour me dire que c'est petit Dessalines. Et ce n'est pas 4 Dessalines m'ralé pour me dire que c'est petit Dessalines. C'est 4 pétions m'ralé pour me dire que c'est petit pétions. Parce que c'est 4 pétions qui ont fait me gagner écoute au sein de l'Amérique latine. Pour qui ça? Parce que c'est Pétion, Boyer qui t'a fait investissement au profit de l'indépendance des républiques latino-américaines. Donc, là, on a parlé, il faut contextualiser bagaille parce qu'il faut former la population pour ne pas polariser la société à davantage. Ça me veut dire là, c'est que moi, je connais de grands investisseurs, de grands investisseurs qui sont mulâtres. Pourtant, Mounsayo, il y a doué de patriotisme. Si vous êtes capable de bailler 100 vie pour payer, il a fait. On a parlé de bourgeois corrompus, on a parlé de mulâtres corrompus, mais pas oublier, seul aéroport national nous gagne là. C'est ton mulat c'est ton mulat. Et parce que le pas corrompu autant de Duval, il est au débat le cob là. Et parce que le pas corrompu qui fait le pas craser cob là, qui fait les bails aéroport ça qui existe jusqu'à présent. Et c'est la même famille qui a fondé l'école pour les handicapés. Donc, je parle de la famille Léon. Donc, il y a de grandes familles mulates de renom qui méritaient respect, qui méritaient beaucoup de gratitude aussi. Il faut nous reconnaître ça. Il ne faut pas généraliser. Non, il ne faut pas généraliser, surtout. Parce que il y a des gens qui ne sont pas bourgeois, non plus, qui aussi... aussi apatrides. Aussi apatrides. Il y a des gens qui sautent la classe, nous, qui sont parmi les plus apatrides. Dans discours et action. Dans discours et dans action. En plus de révélations qui dans le livre, ça, le procès de la sécurité, qui ça n'a pas là-dedans encore? Que la société a de connaître? Bon, justement, une particularité ouvrage ça, c'est que l'y traiter effectivement du champ de l'insécurité criminelle pour adresser questions, même à travers des statistiques, la question de la prolifération des gangs, la question du kidnapping, et qui proposait justement une stratégie, ce qu'on appelle des parades d'action à court, moyen et long terme pour résoudre de manière durable cette problématique des gangs dans les bidonvilles. D'accord? Mais, les nous venons comprendre que l'insécurité criminelle n'est pas la seule insécurité qui menace la stabilité de l'État, qui menace la vie et les propriétés des citoyens. Il y a d'autres types d'insécurité. Et bien, adresser question de la détention préventive prolongée, auquel cas, nous dresser problème, nous avons méthode et stratégie pour résoudre les. Nous dresser question de l'insécurité routière, qui a lui-même seul représenté la cause de décès en Haïti, la première cause de décès, même là, nous regroupons 3 champs de l'insécurité criminelle, tels que le kidnapping, les homicides et les viols, les additionnés ensemble, nous voyons que le nombre de victimes pour l'insécurité routière est plus élevé. Donc, nous faisons une recherche de terrain extraordinaire pour l'insécurité routière à travers les facteurs de risque accidentogènes. Nous déterminons parmi les 7 facteurs de risque accidentogènes, les 3 facteurs de risque les plus élevés pour Haïti. Et ça qui est étonnant dans la recherche, c'est que ça nous tout pensé que c'était parce que nous n'avons pas conduit, ou bien nous n'avons pas d'information à la conduite. C'est la première cause des accidents, pourtant non. Première cause des accidents en Haïti, c'est les défaillances mécaniques des véhicules. D'où intérêt pour l'État lui-même pour l'investir dans l'inspection des véhicules. Et une autre cause, facteur de risque accidentogène, eh bien, c'est les défaillances environnementales. Défaillances environnementales là, ça veut dire des infrastructures. C'est les gains gros trous en route, les gains et une série de courbes
qui en pente. Donc, nous baillons des pistes de solutions côté pour l'État capable d'identifier les zones pour les capable d'améliorer. On va pas dire rien sur excès de vitesse. Excès de vitesse, formation des chauffeurs. C'est ce qui est étonnant, c'est que excès de vitesse, ça, il passe au secondaire, c'est-à-dire il est en quatrième, troisième, quatrième position parmi les facteurs de risque accidentogènes en Haïti. Et nous parlons également de la féminisation des menaces de sécurité pour nous faire un regard, un coup d'œil et un clin d'œil sur le secteur des femmes. Sur le genre, sur la question de genre. D'accord? Pour nous dénoncer justement le rapport, la nature du rapport de genre, fondé sur le sexisme. Vous voyez? Donc, qui opprime et les femmes, qui empêchent aux femmes d'exprimer leur pleine potentialité, d'où la définition de l'insécurité, de la sécurité, justement. Avant de nous aller, il y a un peu de monde qui était qu'à penser que pour résoudre le problème, ça, puisque si vous parlez de, si vous faites pousser insécurité, c'est qu'il y a des solutions pour proposer, j'en suis fait là. Il y a des gens qui pensaient que anéantir, de couper les mains, les bras, qui manipulent l'insécurité à distance, qui télécommandent l'insécurité à distance, que ce soit des gens qui ont un gang, qui financent un gang, que ce soit des gens qui ont des armes, balles, munitions, sous couper ça, le problème n'est pas résoudre. Oui, je suis d'accord, parce que se couper bras, ça, après, il y a des nouveaux bras qui peuvent pousser. Après, il y a des nouvelles tentacules. Donc, est-ce que ça veut dire que nous condamnons pour nous vivre dans l'insécurité? Non, pas du tout. Parce que moi, parce que j'ai pensé à ça. Dans la recherche, dans le processus d'érudition, ce que j'ai proposé, c'est d'activer certains leviers du processus. C'est de changer certains leviers du processus. Et il y a un levier qui mérite de changer sans pas besoin de changer Mounio pour nous arriver un résultat. Parce que Mounio, c'est ces leviers-là que vous utilisez. Et bien, c'est changer le levier, ça, des leviers de la Constitution. On a fini, livre ça qui est comme un cob, et puis qui le n'a plus jeune, est-ce que livre ça en livre en folie? Oui, il y a pas un livre en folie. En librairie, le prix c'est 3000 gouttes en librairie. Mais comme il y a 40% traditionnel à livre en folie, donc imaginez que ça peut être entre 1800 et 1200 gouttes haïtiens. Je ne suis pas un matheux. Donc je ne peux pas faire le calcul aussi rapidement. Dernier livre que vous avez écrit, vous avez fait un droit. Le grand débat et défis du système international sera également à livre en folie. Les grands débats et défis du système international. Et c'est malheureux, mais année ça ne m'a pas sorti ouvrage sur les relations internationales. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'ouvrage à livre en folie cette année sur les relations internationales. Mais je me propose de revenir avec un titre sur les relations internationales pour l'année prochaine. Ce sera sur l'aide publique au développement aux États fragiles. Est-ce que vous pensez que Covid, pour de bon, n'en ralentit élan ou bien inspiration mondiale qui fait que pas produit beaucoup plus d'ouvrages pour ça? Bah quoi ça non, parce que nous t'attendons depuis le séisme du 12 janvier que nous pas que Livre en folie ne doit pas organiser par manque de titres. Pourtant c'était la 16e édition. Eh bien justement, ma première participation était à la 16e édition de Livre en folie. Et c'était étonnant pour organisateur Livre en folie, puis il y aurait autant de nouveaux titres. Donc, il y a des situations de mal-être qu'on va vivre. Au contraire, ça puisse sensibiliser pour écrire. Surtout sur une période de confinement, et c'est la seule possibilité de vous de voyager et d'évacuer certaines choses. Et pour nous finir, avant qu'il doit aller, qui ont protégé tête de Covid? Eh bien, respecter gestes barrières. Respecter tout gestes barrières. Même si vous avez garantie à 100%, oui. Oh, écoutez, garantie à 100%, je ne sais pas qu'elle existe nulle part. Parce que c'est seul bon Dieu Kabaoul. Nous prions en pile tout. Ça, c'est vrai parce que aide doit le ciel t'aidera. Mais il faut nous systématiquement respecter les gestes barrières. Est-ce que côté masque, désinfecter ni ou même ni radeau avant d'entrer, et c'est ça que je toujours fait avant de rentrer, ou après je la machine là, depuis que je la machine là, c'est le premier bail que je fait. On va faire même avec tout le monde. Il y a des gens qui déshabillés, normalement qui étaient devant la porte la caillou. Oui, mais malheureusement, je ne peux pas faire pendant que pendant la cour là, je fais la caillou. Non, ça me dit oui, il y a des gens qui rentrer la caillou, c'est ça qu'ils ont fait. Oui, c'est ce que qui fait, effectivement. Alors nous avons une dame qui travaille avec nous, nous tout dit qu'il était
une tenue de rechange et dans l'espace l'IA pour toujours changer les rentrées. James Boya, après pour un vaccin? Là, c'est... Bon, c'est un débat. C'est un débat au sein de la famille. C'est un débat au sein de la famille. Parce que vous avez une position arrêtée sur ça. Justement, c'est parce que mon position liée à certaines informations sur certains types de vaccins. D'accord? Donc, parce que j'étais passé aux États-Unis récemment, j'étais capable de prendre même Johnson là, et je me dis, bon, laissez-moi encore le temps de réfléchir parce qu'il y a d'autres options. Est-ce que c'est parce que aux jeunes et qu'ils n'ont pas aucune comorbidité, ou pas hypertendu, ou pas diabétique, ou pas aucun problème? Oui, mais c'est là, c'est une jeune qui fait en pile parce que même là, ils n'ont pas ces maladies là. Et si vous prenez un virus là, vous êtes capable de toujours être asymptomatique, mais pas oublier que maman, papa, grand-maman, grand-papa, parce que moi-même, jusqu'à présent, je vis à maman là, moi. Donc, vous imaginez, je vis à maman, je vis à ma tante, moi. Donc, ce qui fait que c'est pas pour ça pour ne pas prendre précaution. Et ça me dit, parce que, imaginez-vous que récemment, il y a l'école qui décidait, et les classes philo a décidé à organiser une activité récréative pendant que nous avons un contexte de Covid-19 aussi aggravé. C'est l'État qui est obligé d'intervenir. C'est à la suite de ça que le ministre de l'Éducation nationale a adopté cette note. C'est le Premier ministre qui est obligé d'intervenir rapidement. Et vous imaginez? Et je ne sais pas, je arrive à comprendre que c'est vrai que même si vous prenez, vous ne doit pas tomber malade, mais vous pouvez rentrer la caille, vous pouvez battre papa, maman, qui a payé l'école pour vous. Si vous avez l'autre vieille maladie, vous risquez de mourir. Donc, vous doit rentrer dans la misère uniquement par ce geste inconsidéré. C'est ça. Et on te profite de dire que il y a un peu de monde qui a cœur sauté aujourd'hui par rapport à la fête des mères, parce que il y a un pile maman qui recevoir des accolades, des embrassades de bonne fête à l'occasion de la fête des mères. Et Josia, là, un pile papa qui a questionné qui volume Covid que va recevoir à l'occasion de la fête des pères. Ah bien, on recevoir tout contentement, ça, toute considération, ça, de loin. À distance. À distance. Merci, petite, moi, content. À distance. C'est un plaisir de vous recevoir matin. Et James Boya, merci infiniment pour les révélations, les conseils, les remarques et les découvertes que vous avez jugé bon de partager avec le public de Métropole ce matin. Je vous souhaite bonne chance et puis on a continué comme ça, on a toujours parlé. Merci Wendell, merci Métropole.